Bonsoir et bienvenue à tous à cette édition du Dialogue avec. Nous sommes aujourd'hui vendredi 1er mars 2024. Nous sommes contents de vous retrouver aujourd'hui. Nous saluons déjà tous ceux qui nous suivent, tous et toutes qui nous suivent à travers YouTube, à travers Twitter, à travers Facebook, mais à travers aussi Instagram. Aujourd'hui, vendredi 1er mars, comme je l'ai dit, nous aurons une émission aujourd'hui spéciale puisque nous allons parler aujourd'hui des situations en République démocratique du Congo, l'assassinat il y a à peu près 6 mois d'un député, M. Chérubin Okende. Aujourd'hui, nous allons accueillir le secrétaire général de son parti politique Ensemble pour la République qui va nous parler un peu de la décision de la justice pour parler du décès de cet honorable. Nous pourrons aussi avoir aujourd'hui une invitée, une dame, Ruth Ikula, qui est entrepreneur, et nous allons donc passer les moments ensemble. Encore une fois, bienvenue à tous. Je m'en vais tout de suite saluer ceux qui sont présents. Nous aurons évidemment aussi les habitués du dialogue avec, donc l'équipe du dialogue avec, peut-être pas au complet aujourd'hui. Nous aurons notamment la pensée du jour, mais nous aurons aussi notre correspondant en France et peut-être aussi notre correspondant en Allemagne. Je m'en vais d'abord saluer le secrétaire général du parti Ensemble, l'honorable Dieudonné Bolengetenge. Bonsoir, honorable. Bonsoir, Père. Alors, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Je m'en vais aussi saluer notre spécialiste de la pensée du jour, Madame Patricia Temouni. Bonsoir. Bonsoir, Père Jean-Pierre. Bonsoir, honorable. Vous allez bien? Bonsoir, madame. Ça va très bien, je vous remercie. Et vous-même? Voilà, ça tient bon. Nous avons aussi notre correspondant en France, c'est le professeur Alfred Shango Tumba. Prof, bonsoir. Bonsoir, Père. Bonsoir à Monsieur le député. Bonsoir, Patricia. Enfin, tu nous reviens. Hein? Voilà, la voix semble un peu basse aujourd'hui. Hein. Ah, d'accord. Bon, allez, on va régler ça tout de suite. Nous allons passer de bons moments. Alors, nous aurons aussi comme invité Madame ou Mademoiselle Ruth Ikula, qui est depuis Lubumbashi en République démocratique du Congo. Bonsoir, Madame Ruth Ikula. Alors, probablement, elle a des problèmes de son. On va essayer de régler tout ça après. Alors, nous allons à présent recevoir d'abord notre invité du jour, Monsieur l'honorable Dieudonné Bolengetenge, qui va nous parler aujourd'hui, en tout cas, de cette tristesse de la décision, disons, des enquêtes qu'on a menées depuis un semestre, à peu près 6 mois, depuis la mort de l'honorable Chérubin Okende. Alors, nous allons d'abord donner la parole à l'honorable Dieudonné Bolengetenge pour nous tracer un peu les circonstances d'abord de sa mort, avant de commenter sur la décision, donc les résultats de l'enquête. Alors, honorable. Oui, merci, Père. Et comme beaucoup le savent, notre regretté frère fait l'honorable Chérubin Okende avait été enlevé dans la cour, dans le parking de la Cour constitutionnelle le 12 juillet 2023. Et au soir de cet enlèvement, lorsque la veuve, celle qui est aujourd'hui la veuve, et les gardes de corps du défunt sont venus m'ont donné l'information, j'ai aussitôt fait une communication pour dénoncer cet enlèvement et pour alerter l'opinion. Et le lendemain, on retrouvait, le 13 juillet, on retrouvait le corps du défunt sans vie dans sa voiture.
son corps criblé de balles et ensanglanté, mais sans vie. Et à partir de là, bon, on est entré dans un processus. D'abord, il y avait une grande émotion, parce que Chiribé Okende, c'était une personnalité très respectée ici chez nous. Je me souviens que quand il était ministre de transport, voie de communication et des enclavements, à un moment donné, il avait fait l'objet d'une motion de défiance farfelue concoctée par des gens instrumentalisés par ses ennemis politiques. Et à l'Assemblée nationale, les députés, à la quasi-unanimité, avaient rejeté cette émotion-là. Et donc, les députés se sont mis, ils se sont ligués. Nous nous sommes ligués parce que moi, j'étais aussi là pour dire non, on ne pouvait pas sacrifier comme ça un bon serviteur de l'État congolais, quelqu'un de très loyal et de très facile à vivre pour tout le monde. Donc, la mort, donc le maître de Chéribé Okende avait vraiment secoué, je dirais, l'opinion nationale, et particulièrement ici à Kinshasa, où il était très, très connu. Et voilà, de là, on s'en était remis à la justice, et nous avions, connaissant les faiblesses de notre appareil judiciaire, et, parce que ces faiblesses, ces carences sont dénoncées même à intervalles réguliers par le président de la République lui-même, qui a nommé ces mêmes magistrats qui trônent à la tête des juridictions, des hautes juridictions du pays. Et nous avons demandé, connaissant également le passé de notre pays. Il y a eu d'autres meurtres, il y a eu d'autres assassinats, parfois simulés en suicide, et dont les enquêtes n'avaient jamais abouti. Nous avions donc, en accord avec la famille, ou plutôt à la suite de la position même de la famille, nous aussi, comme famille politique, parce qu'il était porte-parole de notre parti, Ensemble pour la République, nous avions souhaité plutôt une enquête sérieuse, indépendante, notamment avec les concours de partenaires bilatéraux et de l'une ou l'autre des organisations internationales. Donc, on avait sollicité, nous avions exprimé le vœu que les partenaires de notre pays puissent se mêler de cette affaire pour mener une enquête indépendante, parce que nous savions que laisser dans les mains de la justice de notre pays, ça n'aboutirait jamais à rien. Alors, l'enquête, un des éléments importants de cette enquête, c'était l'autopsie. L'autopsie pour laquelle on a obtenu, le gouvernement de la République s'est impliqué, le président de la République s'est exprimé, on a obtenu que des experts belges, des experts sud-africains, des experts de la MONUSCO soient associés à l'autopsie. Et depuis que l'autopsie a eu lieu, plus rien du côté des autorités judiciaires. Pendant près de 7 mois, le procureur général auprès de la Cour de cassation et ses équipes, les équipes qu'il a supervisées, comme lui-même l'a dit, non, rien laissé filtrer sur la manière dont les choses s'est passées. Alors que dès le premier jour, le 13 juillet, le 19 juillet, le même procureur général avait fait des déclarations où il disait déjà il est mort d'une balle tirée par l'arme qu'on a trouvée dans les véhicules. Et puis, on a commencé à suspecter les gens, on a arrêté son chauffeur et son garde de corps. Et puis, après l'autopsie, plus rien. Les experts internationaux sont rentrés chez eux. La famille a battu le pavé du côté du parquet et du parquet général, près la Cour de cassation et du parquet, près le tribunal de grande instance de la Gombe ou le parquet général de la Gombe. On n'a jamais obtenu que la famille ait quelque explication que ce soit sur les circonstances de la mort de fait l'honorable Chéribin à partir de cette autopsie pendant 7 mois. Et puis, à un moment donné, la famille se lasse et commence à menacer de dire, bon, maintenant, on va lâcher prise,
on n'attend plus rien de la justice congolaise. On va s'en remettre à la justice internationale, à d'autres instances. C'est à ce moment-là que on décide du côté de l'appareil judiciaire de notre pays de demander à la famille de venir récupérer la dépouille mortelle et de procéder à l'inhumation sans autre forme de procès, sans avoir été même édifié sur ce que l'autopsie a permis d'avoir comme information susceptible d'éclairer l'opinion sur cette enquête qui était en cours. Curieusement, hier, à la surprise générale, nous-mêmes au niveau de notre parti, la famille aussi biologique, ainsi que l'opinion tant nationale qu'internationale, nous avons été surpris d'entendre le procureur général, après la Cour de cassation, appeler la presse pour une communication selon laquelle, voilà, il n'y a plus rien à faire, les dossiers clos parce que les défaits se seraient donné la mort. Et en guise d'explication, on aurait trouvé dans son bureau privé un agenda dans lequel il a écrit « Je suis au bout du rouleau ». Alors, nous allons y arriver. Nous allons arriver vraiment maintenant, puisque vous avez raconté un peu, honorable Dieudonné Bolenge-Tengue, vous avez raconté un peu l'histoire de sa mort et puis le temps qui s'est écoulé. Et nous allons maintenant arriver à cette disons, décision ou bien le rendu des enquêtes pour essayer un peu d'approfondir avec vous. Vous aurez aussi les questions de notre équipe. Mais avant de continuer, nous allons prendre une petite pause pour écouter notre rubrique alors de la pensée du jour et puis nous allons revenir à vous avec Madame Patricia Temouni. Bonsoir. Bonsoir encore, Patricia. Ok, alors ce soir, pour la pensée du jour, j'ai pensé, en fait, je réfléchissais à un thème qui allait être de pair avec ce qu'on vit un petit peu au Congo en ce moment. Mais bon, je vais me lancer. Alors, commencer à utiliser le secret du silence. Dans certaines situations de la vie, il faut apprendre à garder le silence. Le célèbre et sage roi Salomon, dans le livre des Proverbes, disait « Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. » Il ajouta « Celui qui retient ses paroles connaît la science, et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. » Si vous n'avez jamais réfléchi sur l'importance du silence, sachez que vous devez devenir plus conscient de son pouvoir face au jugement et aux opinions des autres. Il nous appartient donc de savoir quand nos paroles sont nécessaires pour être entendues et quand nous devons nous taire. En dire trop, c'est se doter d'un arsenal qui peut conduire à ce que nos propres mots se retournent contre nous. En revanche, être mystérieux incite les gens à faire un effort supplémentaire pour nous connaître. Merci. Voilà, c'est vraiment très profond, hein, cette pensée du jour. Je ne sais pas si vous allez essayer un peu d'expliciter pour nous, ou bien pour les gens qui ont suivi, mais en tout cas, c'est très profond, Patricia. Merci, merci. Mais bien sûr, je peux répondre aux questions aussi, mais je peux aussi essayer d'expliquer un petit peu pourquoi je pense à ça. En fait, je pense que nous vivons dans une ère où les gens parlent beaucoup, en fait, parce que la parole s'est libérée et avec les réseaux sociaux, avec les journaux, etc. En tout cas, la parole s'est libérée, même dans le monde en général. Et on n'a plus cette sagesse, en fait, de savoir quand est-ce qu'il faut parler et quand est-ce qu'il ne faut pas parler. Et je crois que c'est quelque chose d'important de garder ça dans l'esprit et de savoir qu'en dire trop, ça peut nous porter préjudice. Surtout dans notre pays en ce moment, je pense que les gens parlent beaucoup et on n'en fait pas beaucoup. En termes d'action, on n'est pas très pragmatique. Mais bon, j'espère que ça s'améliorera.
Alors, par exemple, pour enchaîner un peu avec ce que vous venez de dire, est-ce que dans les cas présents, hein, nous avons l'honorable Dieudonné Bolenge-Tengue, qui est secrétaire général du parti Ensemble, qui parle d'un cas spécifique. Là, il faut parler moins, parler plus, ou se taire, ou parler. Non, là, je pense qu'il est important de prendre en considération le fait de parler quand c'est nécessaire. Quand c'est nécessaire, il faut parler. Et je pense qu'en ce moment, c'est nécessaire de parler et de libérer la parole sur ce qui se passe au Congo par rapport à ce cas exactement. Les gens ne doivent pas se taire, y compris nos dirigeants politiques, que ce soit la société civile, les avocats, les dirigeants politiques, les députés, etc. Tout le monde doit parler. Et ceux qui se taisent, dans ce cas ici, bah, moi je dirais plutôt que ce sont des complices, parce que bon, l'histoire est un peu floue. Personne ne détient exactement la vérité de ce qui s'est passé, mais comme c'est un peu flou, on a besoin de parler et d'échanger les idées pour arriver à la vérité. C'est surtout important pour la famille et c'est aussi important pour le pays parce que c'est une tragédie qui nous touche tous. Ça aurait pu arriver à n'importe qui. Je pense qu'on doit se mettre à la place de sa famille et on doit se mettre à la place de ceux qui vivent ça au quotidien. Nous le voyons dans les faits divers parce que c'est quelque chose qu'on regarde aujourd'hui dans les réseaux sociaux, mais on doit pouvoir se mettre à la place de sa famille et de pouvoir comprendre exactement comment est-ce qu'ils peuvent vivre ça et pour arriver à la vérité, en fait. Merci beaucoup, Madame Patricia. Vous restez avec nous puisque c'est important pour suivre d'abord ce que va dire encore une fois l'honorable Dieudonné Bolenge-Tengue, secrétaire général du parti Ensemble, donc, qui connaissait très bien Monsieur Cherubin Okende, puisqu'ils devaient collaborer ensemble, étant secrétaire général du parti et M. Cherubin Okende était porte-parole du parti. Arrivons maintenant, honorable Dieudonné Bolenge-Tengue, à cette conclusion, disons, de l'enquête qui parle du suicide de M. Cherubin Okende. Une conclusion, à dire vrai, qui a mis tout le monde en émoi. Toutes les tendances politiques possibles au pays, quand on regarde les réseaux sociaux, tout le monde est vraiment indigné de cette décision de l'enquête. Alors, comment est-ce que votre parti Ensemble d'abord, puisque les autres aussi n'ont pas apprécié cette décision, comment votre parti, Monsieur Dieudonné, honorable Dieudonné Bolenge-Tengue, comment votre parti a accueilli ces résultats de l'enquête? Vous avez bien fait, Père, d'utiliser le terme indignation. Et je crois que c'est vraiment des déclarations déconnectées de la réalité. C'est vraiment une déclaration de... C'est quelqu'un que nous pouvons considérer comme tout simplement un mauvais citoyen. Cherubin Okende n'avait aucune raison de se suicider. C'était d'abord un homme qui était profondément chrétien. Un homme qui a montré son sens des responsabilités, sa capacité de vivre avec les gens et de faire ses devoirs de serviteur de l'État. Et si on peut nous dire que non, vers la fin de sa vie, dans les jours qui ont précédé, on lisait de l'anxiété en lui, il était inquiet, il semble qu'il y a des proches qui ont dit ça, mais si quelqu'un est, par exemple, menacé de mort, il peut être inquiet. Ce n'est pas seulement parce que quelqu'un veut se suicider qu'il peut être inquiet. Donc, il y a des raccourcis d'une légèreté grave dans les propos tenus par les procureurs généraux de la République. Je voudrais rappeler ici que depuis les premières déclarations du procureur Mvonde, au mois de juillet, le 13 et le 19 juillet, il a toujours insisté sur le fait que c'est lui le maître de l'action publique. C'est lui qui est au sommet de ce qu'on peut appeler comme les parquets de notre pays. C'est lui. Et il a toujours pris le soin d'intimider les gens, de menacer ceux qui seraient tentés de ne pas suivre la voie qu'il lui-même annonce. Hier, parlant aux journalistes, il a rappelé le fait que il a mis en garde de ce qui pourrait colporter, ainsi de suite. Autrement dit,
quand il parle, vous devez vous mettre à genoux et dire Amen, c'est la fin de l'histoire. Nous, au niveau de Ensemble pour la République, nous rejetons les élucubrations de M. Bondé. Nous considérons que ces conclusions sont totalement déconnectées de la vérité et nous déplorons ce genre de comportement au sommet de l'appareil judiciaire de notre pays. Donc, là, on a pour 100 millions de personnes une justice comme ça, une justice au rabais. Et ce n'est pas moi qui l'a qualifié ainsi. Le président de la République, plus d'une fois, il n'y a pas si longtemps, il est revenu sur le fait que notre justice va mal, fonctionne mal. Ce n'est pas une justice dans le sens de ce qu'on pourrait attendre d'une nation civilisée. Elle est gangrénée fortement par l'incompétence, par la corruption, par l'immoralité de beaucoup de ces animateurs. Et donc, quand on mène des enquêtes et qu'on interdit même à la presse de publier un document, Jeune Afrique a osé publier un document considéré comme ayant fuité de services de renseignement à propos de l'assassinat de l'honorable Chéribin, que son représentant en RDC, qui n'a pas signé l'article, s'est retrouvé en prison. J'ai cité les journalistes Stanis Boujakera. Jusqu'à présent, il croupit en prison. Ce n'est pas lui qui a signé l'article. Il représente certes Jeune Afrique ici, mais Jeune Afrique est tout à fait libre d'obtenir des informations par d'autres sources et de protéger ces sources. Donc, si vous osez ne pas soutenir la version officielle qu'on nous présente, et donc, c'est à vos risques et périls que vous allez vous exprimer. Madame, tout à l'heure, Madame Patricia parlait de l'importance du silence. Mais on oublie un peu facilement qu'à la mort de Chéribin, dans les jours qui ont suivi, toutes les autorités de ces pays, que ce soit du côté de la justice, que ce soit du côté du gouvernement de la République, du porte-parole du gouvernement, que ce soit par la bouche du président de la République lui-même, ont déploré l'assassinat de Chéribin. Sur base de quoi il parlait d'assassinat à ce moment-là? Et aujourd'hui, on en arrive à parler d'un suicide. Pour nous, il s'agit d'une profanation de la mémoire de Chéribin. Et nous, au niveau de notre parti, nous rappelons que le fait de refuser de rendre disponible, de rendre public les résultats de l'autopsie pendant près de 7 mois a fait peser des suspicions tout à fait légitimes de la nation tout entière sur les enquêtes qui étaient en train d'être menées. Aujourd'hui, nous condamnons fermement ce qui nous paraît comme une tentative d'occulter la vérité, peut-être pour protéger les meurtriers. Et nous allons continuer à exiger que justice soit rendue à Chéribin et à sa famille. Et bien sûr, au niveau de notre pays, les enquêtes étant considérées comme clôturées, la procédure étant considérée comme clôturée, eh bien, nous allons demander par les avocats interposés que les experts internationaux qui ont participé, par exemple, à l'autopsie, publient les rapports. Ils n'ont plus rien. Mais justement, honorable Boleng-Tengue, nous allons y arriver, puisque ça, c'est quand même très important, puisque comme vous avez dit, le gouvernement avait fait appel à des expertises du dehors, que ce soit de l'ONU, que ce soit aussi des pays étrangers. Nous allons y arriver après cette petite pause et pour continuer encore, puisque disons, les autres membres de l'équipe du dialogue avec ont aussi des questions à poser. Même j'ai vu aussi des interventions déjà des spectateurs qui sont en train de nous suivre. À très bientôt. Alors, puisque vous avez parlé des experts internationaux qui sont venus mener des enquêtes, est-ce que votre parti ou bien la famille a droit de demander, par exemple, les résultats des enquêtes disons, appelons ça la communauté internationale
et de l'ONU, puisqu'ils sont quand même intervenus pendant ces enquêtes. C'est possible d'obtenir même à travers vos avocats? Nous devons d'abord préciser que nous étions demandeurs d'une enquête internationale, d'une enquête neutre. Mais ce n'est pas ce qui a été obtenu. Donc, les dispositifs judiciaires du pays a préféré rester maître de cette enquête, quitte à associer quelques expatriés comme experts. Donc, ces experts ils ont travaillé sous la coordination de nos procureurs. Mais ce que nous considérons comme légitime, c'est que maintenant que la procédure est clôturée, il n'y a plus de raison de garder quoi que ce soit comme secret. Il n'y a plus d'instruction sur ces dossiers. L'instruction est clôturée, on a rendu les conclusions. Parce qu'à l'époque, tout le monde s'attendait à ce qu'au terme de l'autopsie, qu'on éclaire l'opinion, qu'on éclaire la famille sur le fait que les circonstances de la mort de Chérubin, c'était à peu près ceci au vu des résultats de l'autopsie. Ne serait-ce que ça, les enquêtes pouvaient se poursuivre sur d'autres aspects. Dès lors qu'on a confisqué les résultats de cette autopsie, malgré l'insistance des avocats et de la famille, pendant 7 mois, et qu'on arrive aujourd'hui à s'y prendre les gens à dire que non, tout ça n'a mené qu'à un constat de suicide, il n'y a pas confiance dans ce genre de choses. C'est pourquoi nous disons, les avocats, ils ont leur propre déontologie. Dans la déclaration que j'ai lue cet après-midi au siège du parti, les partis, notre organisation politique, pris les barreaux dans lesquels auxquels sont attachés les avocats qui ont accompagné la famille, de leur accorder des autorisations pour qu'ils s'expriment. Parce qu'ils ont des arguments de droit qui peuvent contrer les élucubrations de ces procureurs qui nous ont servi hier quelque chose que personne n'accepte de digérer. Alors, merci beaucoup, honorable. Nous allons encore revenir à vous. Le temps de lire aussi ce que écrivent les gens qui sont en train de nous suivre. Il y a M. Arcel Laou qui a écrit la déclaration d'hier, donc de la justice. Ça n'a rien à voir avec les enquêtes et ça ne lit que l'auteur lui-même. On ne peut pas comprendre qu'un humain qui a fait plusieurs années à l'université, disons, puisse produire ces brimborions. Bon, ça c'est un peu son français. Donc, c'est pour vous dire un peu qu'il y a beaucoup de gens qui suivent. Donc, ceux qui nous suivent et qui interviennent aussi et qui donnent leur point de vue. Alors, nous allons encore revenir à vous, honorable. C'est vraiment très important pour qu'on ait plusieurs points de vue et surtout votre point de vue, puisque M. Chérubin Okende était membre de votre parti et vous êtes la bouche autorisée comme secrétaire général du parti de donner le point de vue de votre parti aujourd'hui. Mais il est temps pour nous d'écouter aussi notre correspondant, membre de notre équipe en France, qui évidemment aura aussi son mot à dire ou une question à vous poser avec Madame Patricia aussi qui est là. Nous allons en France pour suivre un peu quelques nouvelles de France avec le professeur Alfred Echangou. Professeur, on vous écoute. Oui, bonsoir. Bon, je ne sais pas si on m'entend très bien là maintenant. Moi, je vous attends, en tout cas, je crois parfaitement, de mon côté. C'est parfait. Alors, moi, je remercie d'abord Monsieur le député Bolengenteng de sa prise de position parce que nous tous, nous sommes restés vraiment stupéfaits par rapport à l'annonce qui a été faite par le procureur et même les menaces qu'il a proférées au cours de sa conférence de presse. On est très sceptique, on est très dubitatif. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais je suis aussi ému comme tout le monde. Et au fond, ce que Patricia aussi a dit tout à l'heure, mais voilà, qu'il faut que les langues se délient, que l'on parle. Mais oui, il faut qu'on le fasse pour que justice soit faite, que la vérité puisse enfin éclater. Donc,
Pour aller dans le même sens, les informations ici en France, j'en ai retenu 3 ou 4. Le premier, c'est la réaction du président Macron à propos des massacres commis par l'armée israélienne contre les Gazaouis au moment de la distribution des vivres à cette population qu'Israël affame depuis près de 5 mois. Réaction ferme de condamnation et justement, comme nous sommes en train de le dire à propos de Okende, d'exiger qu'il y ait une enquête indépendante, impartiale, pour que la vérité éclate sur cette situation. Dans le même ordre d'idées, il y a quelques jours, il y a eu ce sommet de l'Europe en faveur de l'Ukraine, et à la sortie de cette réunion-là, le président Macron avait fait une annonce fracassante n'excluant pas le déploiement des troupes au sol. Et on a eu la réaction alors de tous les dirigeants européens, et au fond, Macron a obtenu la réaction qu'il voulait avoir de la part d'entre eux. Et puis, on a entendu la réaction de Vladimir Poutine menacé d'utiliser le nucléaire contre ceux qui s'aventureraient à déployer des troupes là-bas. Et quand on a posé la question à Macron, il a dit chaque mot de son discours était pesé et pensé et reflétait réellement ce qu'il pense par rapport à cette situation. Ça, c'est d'un. La deuxième actualité que je voudrais soulever, mais elle est beaucoup plus légère en un certain sens, c'est le concert des Enfoirés, 35e anniversaire des Enfoirés. Il nous souviendra qu'il y a 4 décennies, le comédien Coluche avait lancé le restaurant du cœur pour venir en aide aux miséreux de France, à tous ceux qui étaient les oubliés de la croissance, du développement ici, et pour leur offrir au moins pendant l'hiver des repas chauds, et donc en espérant que ça ne serait possible qu'un seul hiver. On en est à 4 décennies que ça continue, et donc ce soir il y a le concert du 35e anniversaire, sans oublier que l'année dernière les restaurants du cœur ont fourni 171 millions de repas aux pauvres de France, justement, depuis le début de l'automne et de l'hiver. L'autre actualité qui secoue le monde quand même du sport ici, ce n'est pas le départ de Mbappé n'est-ce pas, au Real Madrid, non, c'est la condamnation de Paul Pogba à une interdiction de 4 ans d'exercer son métier de foot pour dopage. Et il y a eu la réaction du sélectionneur de l'équipe nationale, Didier Deschamps, pour dire qu'il ne croit pas vraiment que Paul Pogba, qui est un bon garçon, un bon joueur, ait décidé de lui-même de se doper pour être au top dans la Juve, et que donc ils vont faire appel. Alors, le dernier point, c'est par rapport à la Grande-Bretagne et à l'élection législative d'un député de l'aile gauche du Parti travailliste, George Galloway. Cet homme, il s'est fait élire député en menant une campagne très vive en faveur de Gaza et des Palestiniens, condamnant fermement la destruction de Gaza, les violences commises par Netanyahou et l'armée israélienne à Gaza. Et il entre justement au Parlement pour porter ce combat-là en faveur de Gaza. Voilà les quelques actualités que je voulais évoquer avec nous ce soir à partir de France. Merci beaucoup, professeur Alfred, pour ces nouvelles. Nous allons revenir maintenant à notre invité, l'honorable Dieudonné Boleng-Tengue, secrétaire général du Parti Ensemble, dont faisait partie monsieur l'honorable Cheoubin Okende, qui a été assassiné, il faut bien dire le mot, assassiné, mais dont les résultats des enquêtes ou de l'enquête ne satisfait
personne. Alors, nous allons revenir à vous, honorable Dieudonné Bolenge Tengue, avec d'abord ces réactions de gens qui nous suivent. Il y a M. Mouindo Misungu Jordan qui dit la justice congolaise nous donne de la nausée. Et donc, le même qui ajoute ici que elle est une justice préfabriquée. C'est Mouindo Misungu Jordan depuis Makerere University, je crois que c'est en Ouganda. Alors, nous allons donner aussi, je vais donner aussi l'opportunité à Madame Patricia et aussi au professeur Alfred de poser des questions concernant cette décision ou bien ces résultats des enquêtes sur la mort de M. Cherubin Okende. Mais entre-temps, je voudrais quand même demander encore à M. Bolenge Tengue, donc l'honorable Bolenge Tengue, si la famille maintenant peut enterrer avec, disons, amèrement d'ailleurs, déjà la mort de Cherubin, Okende, c'est déjà atroce, et maintenant l'enterrer dans cette situation, est-ce que le parti politique, qui est aussi sa famille politique, avec la famille biologique, sont prêts à enterrer M. Okende dans une telle situation? Oui, je dirais oui, parce que d'abord la famille politique s'aligne sur la position de la famille biologique. À un moment donné, ce sont les autorités judiciaires qui ont demandé à la famille de récupérer la dépouille mortelle du défunt et de procéder à l'inhumation, sans parler de ces conclusions d'enquête et sans même partager des informations sur les résultats de l'autopsie réalisée il y a plus de 6 mois. La famille avait exigé justement ces résultats-là en vain. Et puis, lassé de voir comment la justice traîne les pieds dans le dossier, et convaincu qu'il n'y avait plus rien à espérer de cette justice, la famille elle-même a décidé d'enterrer sans autre forme de procès et de chercher à poursuivre la vérité autrement, notamment en sollicitant d'autres expertises indépendantes. Maintenant, on espère qu'on va avoir au moins une copie du dossier. Les avocats vont demander l'élever copie du dossier pour que la famille ait la possibilité de poursuivre la quête de la vérité par recours à des expertises indépendantes et par des instances judiciaires aussi du niveau international. Nous-mêmes, nous sollicitons que tous les amis du peuple congolais à travers le monde, tous les amis de la RDC, toutes les organisations de défense des droits humains s'intéressent à ces dossiers et se joignent à nous dans l'effort de chercher la vérité. Donc, l'honorable Cherubin sera certainement inhumé, ou sa dépouille sera certainement inhumée dans les prochains jours, les prochaines semaines, puisque la justice congolaise n'a plus rien. Le procureur général l'a dit, ils n'ont plus besoin du corps du défunt pour la suite de ce qu'ils auraient besoin de faire. Donc, la dépouille sera rendue à la famille et la famille ne peut pas la garder comme telle. Elle va procéder avec le concours de tous les amis à l'inhumation. Il reste quelque chose à rappeler, que dans notre pays, les crimes de sang sont classés comme imprescriptibles par la Constitution de notre pays. Tôt ou tard, il y aura des personnes qui vont répondre du sang de Cherubin. Mais on est presque convaincu aujourd'hui que tant que le pouvoir sera ce qu'il est aujourd'hui, il n'y a rien à attendre, rien à espérer. Donc, les gens doivent plutôt, en tout cas nous, de la nation congolaise, nous devons comprendre que notre propre justice devient aussi un danger public pour les citoyens de ces pays, au même titre que les Koulouna ou les groupes armés qui écument les régions de l'Est de notre pays. Voilà ce que je pourrais dire.
Alors, honorable Bolengue-Tengue, il y a deux petites questions. Quand on a découvert le corps de l'honorable Chérubin Okende, on avait accusé notamment le parti, dont vous, d'avoir donné des nouvelles de sa disparition avant même qu'il soit disparu. Ça, c'est une première question au moins pour que vous puissiez un peu nous éclairer là-dessus. Et deuxièmement, on avait quand même arrêté le garde du corps et les chauffeurs. Est-ce qu'ils sont où pour le moment en prison ou Oui. Moi, je crois que la tentative là de nous impliquer ou de m'impliquer dans l'affaire procédait je dirais, d'une certaine panique du côté des autorités publiques, procédait d'une certaine précipitation, hein, parce qu'ils cherchaient rapidement des boucs émissaires, les gens qui allaient porter les chapeaux. En fait, moi, j'avais fait une déclaration, j'avais communiqué au public que l'honorable Chérubin a été enlevé. J'ai parlé aux environs de 15 heures. Après, lorsqu'ils se sont rendus compte que les tapons qui a été posé sur les courriers que son garde de corps avait amené à la Cour constitutionnelle, c'était vers 16 heures. Ils se sont précipités à dire que moi, j'ai annoncé son enlèvement à 15 heures, alors que comment dirais-je, même les gardes de corps n'étaient même pas dans les locaux au corps de la Cour constitutionnelle pour déposer le courrier, lui qui prétendait avoir laissé son chef dans les parkings, dans la voiture au niveau du parking. Donc les gens n'ont même pas pris la précaution de considérer que quand on annonce que quelqu'un a été enlevé à 15 heures, ça ne veut pas dire que c'est à 15 heures qu'on le dit. Parce que moi, je l'ai dit au-delà de 20 heures. Mais j'ai dit, ça s'est passé aux environs de 15 heures. Et les environs de 15 heures, ça veut dire quoi? Ça veut dire un peu avant ou un peu après. Parce qu'avec toutes les émotions qu'il y avait au niveau, qui avaient secoué les gardes de corps et celle qui est aujourd'hui la veuve, j'étais certain qu'ils ne pouvaient pas, surtout les gardes de corps qui avaient accompagné les défunts, ils ne pouvaient pas me donner des informations avec une précision chronométrée, comme si ça avait que quelque chose allait arriver, ils devaient regarder à la montre chaque fois. Il m'a donné une heure, alors moi j'ai reporté la chose en disant que c'était aux environs de 15 heures. Et donc ça pouvait être à 15h50, et entre 15h50 et 16h05, il n'y a pas une grande différence. Parce que lui, l'État de laisser son chef de marcher un tout petit peu, de prendre les escaliers ou l'ascenseur, d'aller, je ne sais pas moi, au 7e niveau pour déposer le courrier, il s'est passé des minutes. Donc, voilà un peu, à mon avis, c'était l'effet de la précipitation. Il cherchait rapidement à trouver un coupable idéal quelque part, du côté qui n'est pas celui du pouvoir, donc du côté de la famille politique du défunt. Comme ça, les choses étaient réglées. Dans tous les cas, la préoccupation des autorités dans cette histoire était d'obtenir que, si la ligne d'arrivée, le pouvoir n'ait rien à voir avec ce qui s'est passé. Alors que c'est le pouvoir, c'est la Cour constitutionnelle qui l'a invité. Lui qui n'était pas justiciable devant la Cour constitutionnelle. En matière de déclaration de patrimoine, quand on a quitté ses fonctions, la déclaration de patrimoine est destinée à l'administration fiscale pour la déposer à la Cour constitutionnelle qui va transmettre à l'administration fiscale. Et s'il y a soupçon de quelque chose dans votre patrimoine, enrichissement illicite ou quelque chose comme ça, mais vous serez appelé devant une juridiction qui est compétente pour vous juger. Et la Cour constitutionnelle n'avait pas demandé à l'autre, venez expliquer quelque chose sur votre patrimoine, parce qu'il n'était pas justiciable devant la Cour constitutionnelle. Donc, dans ces montages-là, je crois que, comme on dit, il n'y a pas de crime parfait. Ils se sont aussi précipités à vouloir trouver rapidement les coupables et se laver les mains. Ils n'en ont pas trouvé, malheureusement. Bon, alors ils ont dit, l'autre est décédé, dans tous les cas, il ne va plus s'expliquer, on va charger le défunt lui-même et on clôture les dossiers.
Et à propos, justement, j'ai posé aussi la question à propos du chauffeur de garde du corps. Où est-ce qu'ils sont pour le moment? Oui, les chauffeurs, je crois qu'il a été lâché. C'est ça. Parce qu'à un moment donné, par rapport à ces dépositions, on savait que lui n'était pas là, il n'a pas travaillé. Il avait été envoyé, il a reçu une autre course. Tandis que les gardes du corps, lui, il est toujours en prison. Jusqu'au moment où nous parlons ici. Sauf si il y a une procédure de libération qui a suivi la clôture, la conclusion du dossier par les procureurs généraux. Mais à ce que je sache, il est toujours en prison jusqu'à cet instant. Alors, merci beaucoup. Il y a des gens qui nous suivent et qui envoient aussi leurs questions et leurs préoccupations. Il y a notamment un fidèle du dialogue avec M. Benjamin Oumba qui dit: Honorable, allez-vous aussi vous battre pour le cas de Stanislas, c'est le journaliste de Boujakera, aussi en prison pour le cas présent? Oui, en ce qui concerne les journalistes Stanislas Boujakera, je ne sais pas qu'on va se battre. On a commencé déjà à se battre aussitôt qu'il a été, je dirais, il a été mis aux arrêts. Stanislas Boujakera, c'est un journaliste parmi les plus compétents dans ces pays. Parmi les hommes de métier qui sont des références dans ces domaines. Donc, il fait son travail avec professionnalisme et il mérite le respect. Lorsqu'il a été arrêté, moi, j'ai procédé à une déclaration au siège du parti pour dire que ça ne faisait pas bien. On ne peut pas prétendre être dans une démocratie et empêcher la libre opinion de s'exprimer. Et comme vous l'avez constaté, chaque fois que les autorités prennent la parole, les autorités judiciaires, c'est pour intimider ceux qui seraient tentés d'avoir une opinion différente. Donc, nous avons à déplorer tous ceux qui sont aujourd'hui séquestrés, retenus dans les prisons sans raison valable, dont le journaliste Stanislas Boujakera. Aujourd'hui, le procureur général, il va constater, même s'il n'a pas la même rationalité que les restes des Congolais, que ces conclusions n'ont convaincu personne dans ces pays. Donc, il va le constater. Et par contre, à partir du moment où, bon, il a déjà les coupables, il a dit, bon, c'est le défunt qui s'est suicidé, il n'y a pas de raison de garder Stanislas Boujakera en prison, on devrait le faire sortir. Nous avons également en prison des camarades du parti. L'honorable Mike Moukebaye a été enlevé devant chez lui, cagoulé, jeté dans une jeep, amené vers une destination. Sa chance était que son fils était là, les gens étaient là, on a pris papa, ainsi de suite. Donc, il y avait des témoins de la chose. Lorsqu'on l'amène au tribunal, à la cour, le lendemain, la cour d'appel de la cour, les avocats ont posé la question de savoir si la manière dont il a été appréhendé est conforme à la Constitution et aux lois de la République. C'est ça la question. Et donc, la Cour a trouvé utile de demander une interprétation à la Cour constitutionnelle. Ça fait plus de 3 mois que la Cour constitutionnelle est incapable de dire si la manière dont on a arrêté Moukebaye est conforme aux lois de la République. Et lui croupi en prison. Pour ça. Et je ne sais pas oublier le cas de Salomon Kalonda, qui lui aussi a été appréhendé comme un malfrat, manu militaire sur le tarmac de l'aéroport. Parce qu'on suppose, on l'accusait d'avoir voulu perpétrer un coup d'État avec un pistolet pour installer au pouvoir un Katangais. Lui, il est du Maniema. C'est n'importe quoi. Donc, un civil qui organise un coup d'État avec un pistolet. Lui qui n'a jamais détenu ces pistolets. Parce que dans les jours qui ont suivi, quand on a donné les références de l'arme, l'ancien Premier ministre Matata a dit ça, c'est l'arme de mon garde de corps qui a été perdue dans les bousculades de sit-in où nous avons été chargés là-bas sur le boulevard du 30 juin et quand on voulait se rendre à la Seine. Donc, le propriétaire de l'arme a reconnu son arme, que M. Kalonda n'a jamais possédé. Mais Kalonda est en prison. Il y a plus de 5 rapports médicaux qui attestent que sa vie est en danger. Il est gravement malade.
Mais il y a d'autres personnes avec un rapport, ils ont bénéficié d'un transfert à l'étranger, d'un élargissement, liberté provisoire. Mais pour le cas de Salomon, non. Il est toujours. Alors, honorable, il y aurait évidemment beaucoup de questions, sinon, pour le moment, on donne la parole à Madame Patricia, qui a aussi une question. Et puis, nous allons nous rendre en Allemagne pour avoir aussi les nouvelles d'Allemagne, et puis on va revenir à vous. Patricia. Bonsoir. En fait, c'est une petite question que j'ai pas très bien suivie. En fait, honorable, si vous pouvez nous éclairer sur, en fait, qu'est-ce qui est advenu des enquêteurs étrangers par rapport à cette affaire? Leur intervention, est-ce que ça a été mené à bout ou bien ça a été interrompu en cours de route? Bon, à ce que nous sachions, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y avait pas eu véritablement d'enquêteurs étrangers. Il y avait eu des experts étrangers, notamment belges et sud-africains, qui étaient associés à l'autopsie. Et après l'autopsie, les uns et les autres sont probablement. Alors, honorable, il y a un souci de connexion. Honorable, il y a un souci de connexion. On attend un peu que la connexion se stabilise. Rendu les rapports. Ah voilà, maintenant ça va un peu mieux. Oui, j'étais en train de dire qu'on a eu plutôt des experts qui ont été associés à l'autopsie et qui sont retournés chez eux. Et les autorités judiciaires congolaises ont continué leur enquête sans la présence de personnalités venues de l'étranger. Et donc, nous estimons que ne serait-ce que c'est à quoi ils ont été associés, notamment à l'autopsie, c'est important qu'ils rendent aussi public les conclusions, les constats qu'ils ont réalisés, les analyses et les hypothèses qu'ils ont formulées peut-être à la suite de cette autopsie-là. Parce qu'aujourd'hui, la procédure est close, donc il n'y a plus rien à cacher. Merci. Voilà, merci beaucoup. Alors, nous allons d'abord en Allemagne et puis nous allons revenir à l'honorable, avec aussi des auditeurs et des spectateurs qui envoient leur point de vue ou des questions. Alors, nous allons avec notre correspondant en Allemagne, Fortuna Ekuchu, rapidement, pour avoir les nouvelles d'Allemagne, et puis nous allons reprendre notre invité du jour, puisque ce cas est sérieux pour nous et il faut qu'on en parle. Oui, bonsoir cher père, bonsoir notre invité, monsieur le député Bolenge Tengue, bonsoir à tous les confrères et notre consoeur en ligne. Voilà, pas grand-chose depuis l'Allemagne, deux nouvelles que j'ai sélectionnées, une concerne l'économie, une autre concerne la société. Sur l'économie, vous savez, ça se parle depuis des jours hein, sur la situation très dramatique de l'économie allemande. Aujourd'hui, bon, la nouvelle qui ressort sur cette question, c'est que le chancelier allemand, Olaf Scholz, a rencontré aujourd'hui à Munich lors d'une kermesse de l'artisanat. Il a rencontré les représentants des plus grandes associations allemandes hein, qui s'occupent de l'économie, qui ont remis un peu, disons, un document contenant 10 points, soulignant l'ensemble des mesures à prendre pour soulager très rapidement l'économie allemande du point de vue financier et de l'investissement. Malheureusement, ces associations n'ont pas reçu une réponse favorable. Monsieur Scholz leur a répondu ce que le gouvernement est déjà en train d'opérer, hein, les mesures que le gouvernement a déjà prises pour soutenir l'économie, sa relance. Mais avant de leur rappeler ça, il leur a quand même dit que ce qui est important aujourd'hui dans l'économie allemande, c'est la confiance. Il a dit à peu près ceci, cela n'aide pas
si de nombreux lobbyistes et entrepreneurs politiques détériorent l'ambiance du pays. Il dit que ça peut emmener les gens à garder leurs sous, à ne plus investir leur épargne, et cela peut disons, porter l'économie à une situation négative. Il a souligné qu'il ne faut pas, bien évidemment, dire que tout est beau, tout est positif, mais il faut maintenir la confiance, même dans la communication que ces associations font en ligne et dans leur communication, disons, publique. Il a souligné les réformes actuellement prises par le gouvernement allemand. La première, c'est la loi, on en a parlé aussi ici, sur la nouvelle loi sur l'immigration qui facilite l'obtention du passeport allemand et qui facilite la résidence ici en Allemagne. Donc, il a dit que cette loi, disons, a comme objectif de s'attaquer à la pénurie de la main-d'œuvre. Il a aussi parlé des autres lois du point de vue de l'allègement fiscal et des efforts fournis par le gouvernement pour faciliter l'approvisionnement en énergie. Vous savez bien que l'Allemagne ne reçoit plus le gaz depuis la Russie. Voilà, donc ça, c'était pour l'économie. La nouvelle sur la société, c'est un peu une nouvelle assez, disons, voilà, ça se passe un peu dans plusieurs pays du monde occidental. Hein. Vous savez que au Japon, dans différents pays, les Miss ne sont plus les Miss ayant les traits, les caractères physionomiques du pays qui lance la compétition de Miss. Donc, la nouvelle Miss allemande hein, de l'Allemagne 2024 est actuellement victime d'un flot de haine sur Internet. Ça, c'est la nouvelle. Elle s'appelle Apameh Schonhauer. Elle a 39 ans. Elle est mère de 2 enfants et elle est iranienne. Elle est d'origine iranienne, cheveux bruns, bouclés, et elle a été élue samedi dernier, 24 février, Miss Allemagne. Merci. Mais voilà qu'elle ne remplit pas tous les critères pour que les Allemands autochtones considèrent pour être celle qui doit gagner la compétition. Je vous cite seulement quelques commentaires qui ont été adressés à cette dame pour comprendre un peu l'ambiance. Voilà un commentaire en ligne qui dit c'est un bout de 38 ans, cette Miss allemande, c'est le résultat de 12 ans de wokisme, de gauchisme et de déconstruction de la société allemande. Voilà. Merci beaucoup Fortuna Ipouchouk pour ces nouvelles qui nous viennent d'Allemagne. Nous allons reprendre maintenant l'honorable avec des questions aussi oui, de vous autres. Oui, je sais, Alfred, je sais que vous avez des questions, mais nous donnons aussi la parole à celles qui nous suivent. Honorable, il y a monsieur Arli Kinda qui présente d'abord ses condoléances à la famille biologique et politique du feu honorable Okende, mais le même monsieur Arli Kinda pose quand même une question à vous, honorable, et vous allez essayer de répondre. Est-ce que vous pouvez exiger une contre-expertise sur les circonstances du décès de monsieur Okende? Je crois que voilà, ça c'est la question de M. Arli Kinda. Qu'est-ce que vous en dites, honorable? Oui. Je crois qu'on avait déjà frôlé un peu la question. Oui, étant donné que l'enquête conduite dans le cadre de l'appareil judiciaire de notre pays arrive à une conclusion qui ne convainc personne, en tout cas qui ne démontre pas qu'on est allé dans le sens de la vérité, compte tenu de la manière dont l'enquête a été menée et du comportement des autorités par rapport, notamment les autorités judiciaires par rapport au dossier. Il n'y a pas 36 solutions tant qu'on veut que la vérité éclate. On ne peut que chercher tous les autres, par tous les moyens de droit, d'accéder à d'autres expertises et à d'autres appréciations sur ces dossiers. Et tant que ça ne sera pas fait, je crois que la famille biologique du défunt, la famille politique du défunt et tous les Congolais épris de justice ne vont pas baisser les bras. Voilà, merci beaucoup. Alors, professeur Alfred Chango, vous avez aussi votre point de vue ou question à poser?
Oui, oui, c'est juste une question parce que notre député a dit ce qu'il faut dire sur la mort de Okende, sur la confusion qui sort de la conférence de presse du procureur, et il a insisté sur un certain nombre de faits qui sont problématiques dans notre pays. Moi, je les appelle les gangrènes, au fond, de la République. Les forces de sécurité qui n'en font qu'à leur tête, la justice qui n'en fait qu'à sa tête. Alors, ma question est très simple. Est-ce que l'Assemblée nationale, est-ce que le Parlement peut s'emparer de cette question de la justice qui ne marche pas dans notre pays, qui marche sur la tête? Est-ce que le Parlement peut prendre cette question à bras-le-corps pour dire, un, il faut réformer la justice, deux, la formation des magistrats, donc de nos juges, pour qu'enfin, finalement, on arrive à une justice juste, équitable et véritable, parce que, enfin, vous avez évoqué justement, j'allais dire, vous m'avez arraché ça de la bouche, mais les quatre que vous avez cités, Mike Mukebai, Salomon Kalonda, à l'aéroport de Njili, Stanislas Boujakera, enfin, on ne comprend rien à cette justice-là. Et donc, ma question est celle-là. Oui. Malheureusement, professeur, la situation est telle que, en l'état actuel des choses, on ne saura même pas compter sur ces parlements. Pour une fois dans l'histoire du pluralisme politique dans notre pays, une famille politique a 95% des élus à l'Assemblée nationale, obtenus dans des conditions qu'on connaît. Distribution de machines à voter, les gens ont voté dans leur salon. Il y en a qui avaient 10 machines à voter chez eux à la maison. Il y en a qui avaient 3, 4. Il y en a. Donc, distribution de plus de 10 000 machines à voter à des individus du pouvoir, et ils se sont votés et ils ont été proclamés par leur propre CENI. Nous avons dénoncé, dès le début, la manière dont la CENI avait été, comment dirais-je, l'équipe de la CENI avait été constituée de façon cavalière. La loi électorale qu'on a essayé de modifier l'a été de façon cavalière, arbitraire, ainsi de suite. Mais on n'a pas le choix. Au regard de la constitution de notre pays, il n'y a que par la voie des urnes qu'on peut chercher à conquérir le pouvoir. La prise des armes n'est pas légale. Et nous sommes allés aux élections, mais ce que nous avons vécu, c'est difficile de voir ça même en rêve. Les gens se sont comportés dans leur propre pays. Les gens supposaient faire partie de l'élite du pays. Les gens se sont comportés comme s'ils étaient dans un pays ennemi. On a un parlement qui ne va rien faire du tout. Il ne faut rien attendre de ça. Il n'y aura rien. Un jour, comme vous dites, le parlement peut se saisir de ça, mais pas celui-ci. Un autre. Je crois que nous sommes dans une situation où, d'une manière ou d'une autre, il faut négocier, renégocier et actualiser le pacte républicain issu du laborieux dialogue de Pretoria ou de Sun City, c'est selon. Parce qu'aujourd'hui, contrairement à ce que dit la Constitution, un groupe de Congolais a confisqué la démocratie, a confisqué les institutions du pays et les a mis dans ses poches. Donc, et ils exercent un pouvoir arbitraire, sans limite, sans contrepoids. Nous avons des députés à l'Assemblée nationale, une vingtaine. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils peuvent ne même pas siéger, toutes les décisions peuvent être prises. Donc, un groupe a confisqué l'organisation politique du pays, contrairement à ce que dit la Constitution. Maintenant, il y a d'autres. J'ai suivi un ancien collègue, Jean-Jacques Mamba, qui a fait une déclaration en Belgique, qui rejoint l'Alliance Fleuve Congo. Donc, il y a d'autres qui estiment qu'en l'état actuel des choses, il n'y a plus rien à faire que de prendre des armes. Donc, nous avons
les élites à l'intérieur du pays qui, à plus de 90%, donnent l'impression d'avoir choisi la voie de la résignation, traverser, aller du côté du pouvoir, aller chercher à manger. Et nous avons des compatriotes qui disent qu'il n'y a plus d'autres solutions que s'exiler ou rejoindre les fronts de ce qu'on appelle les forces négatives, les groupes armés. Et maintenant, aujourd'hui, on dit non, ils travaillent pour la balkanisation du pays. Mais les premiers qui travaillent sur la balkanisation du pays, c'est ceux qui font le coup d'État constitutionnel à l'intérieur du pays. C'est eux qui donnent la matière aux autres. Nous sommes là en disant, nous allons rester légalistes et nous allons combattre l'injustice, l'arbitraire par des voies légaux, pacifiques et démocratiques. Nous allons essayer d'enseigner à notre population de rejeter la résignation et de résister. Et quand les gens vont prendre conscience que le pays va dans la mauvaise direction, petit à petit, ces peuples-là qu'on dit mous, incapables de manifester, il va s'élever. Nous en sommes certains. Parce que j'étais pas seulement témoin, mais aussi acteur de la résistance contre la tentative du 3e mandat du président Joseph Kabila. Je sais que notre peuple est capable d'un sursaut. Et il n'y a qu'à partir de ces sursauts-là que les choses seront récomposées. Mais en l'état actuel des choses, il n'y a aucune illusion à se faire. Du côté du Parlement, du côté de la justice, du côté des services de sécurité, ce qui est des jouisseurs. Regardez, aujourd'hui, on peut dire les Rwandais, c'est les Némis, mais il faut aller dans les rues de Kinshasa. Aujourd'hui, tous les caniveaux sont bouchés, pleins de bouteilles en plastique. C'est la crasse, on vit dans une décharge. Toute la ville devient comme une décharge. Mais ça, ce n'est pas la faute du M23. Ce n'est pas la faute de Kagame. Les Rwandais qui pillent les coltans, l'or à l'est du pays, tirent peut-être $1 milliard de ces ressources minières. Mais il faut aller au Rwanda voir qu'est-ce que c'est $1 milliard fait comme travail. Mais nous, on a plus de milliards que ça. Les mois passés, on a prétendu avoir un budget de 16 milliards. Cette année aussi. Mais quand on voit les performances des régies financières, on voit qu'il s'agissait de faux milliards en réalité. Parce qu'il y avait de vrais milliards, il n'y aurait pas de fins de mois difficiles pour les fonctionnaires. Paiement en retard, il y a des enseignants qui ont déjà 3 mois, 4 mois impayés. Il s'agit de faux milliards, il s'agit de mensonges. Mais il y a quand même des milliards parce que les Rwandais ne prennent pas tout notre cobalt. On connaît les prix du cobalt et les tonnages qui sont exportés. Aujourd'hui, nous exportons 2 fois plus de cuivre que la Zambie. Aujourd'hui. Et on connaît les prix du cuivre sur le marché. Et de ce côté-là, il n'y a pas de M23. Et où va l'argent? Où vont les ressources de la République? Et donc, il y a ça, nous disons qu'il y a moyen de résister à l'arbitraire sans prendre les armes. Il y a moyen de résister et de rejeter la résignation. Il y a moyen de construire une conscience civique, une conscience citoyenne. Peu importe le temps que ça va prendre, nous ne sommes pas un peuple de fainéants. Il faut que le Congo se relève. Mais n'attendez rien de ces parlements parce qu'il s'agit de gens qui ont été proclamés. Ils n'étaient pas nécessairement élus. Ils ont été proclamés par la volonté de la CENI et du pouvoir pour atteindre certains objectifs, changement de la Constitution, entrée en 4e République, mandat de 7 ans, de 8 ans, de 9 ans, on rivalise des chiffres. Élection du président de la République par les députés, les sénateurs et la boucle. Ils sont en train de mijoter des projets comme ça, mais moi je crois qu'ils vont trouver le peuple congolais, de l'intérieur comme de l'extérieur, sur leur chemin. Mais n'attendons rien du Parlement. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci honorable, merci aussi à toutes les questions. Alors, nous allons faire un dernier tour rapidement pour conclure avant de donner la parole à l'honorable Dieudonné Boleng-Tengue. Alors, nous allons voir les 3 membres de l'équipe, vous qui êtes là. Et on commence d'abord par M. Fortuna. Rapidement, 1 minute, puis... Oui, moi, malheureusement, je n'ai pas pu poser ma question à l'honorable. Peut-être c'est le moment rapidement de le dire. Écoutez, on a participé à cette campagne électorale.
nous avons eu un candidat comme Mukwege qui a proposé un plan de sortie de vices, la fin des vices. Je ne sais pas si honorable, il était membre du Parlement récent, celui qui vient de terminer le mandat. Si oui, comment ayant-il l'augmentation du salaire des parlementaires à 33 000 euros et Oui, je peux réagir? Oui, allez-y alors, oui, oui. Bon, moi j'étais au Parlement, justement. Alors, l'honorable a quelques soucis de connexion, comme vous avez vu, ça c'est le malheur du pays. Espérons qu'il va vite revenir. Alors, le connaissant un peu, je peux dire qu'il a été déjà au Parlement pendant 3 mandats de suite. Il fut aussi ministre, je crois, je ne sais pas comment on appelle ça, le ministre qui s'occupe de cadastre et ainsi de suite. Donc, il avait démissionné justement quand son parti s'est séparé je ne sais pas, de l'Union sacrée, quelque chose comme ça. Ça, c'était un peu son histoire. Donc, il venait de finir avec la mandature passée. Alors, peut-être on va profiter d'abord de dire le petit mot de la fin avant que arrive et nous allons essayer de clôturer pour aujourd'hui. D'accord. Ah oui, mais merci, mais en tout cas au député Boleng-Nteng. En tout cas, il nous a éclairé. On voit effectivement que le pays n'est pas sorti de l'auberge et que donc il faut continuer à se battre. Ah ben tiens, il est revenu. Oui, on espère qu'il va changer la position. Oui, allez, vous continuez, il est là. Père, est-ce que vous me suivez? Oui, nous vous suivons. Même si la position a un peu changé, vous pouvez le mettre à la bonne position. Est-ce que je suis audible? Oui, vous êtes audible. Oui, on vous entend très bien. OK. Alors, je voudrais dire que moi, j'ai été au Parlement pendant les 3 mandatures passées, donc de 2006 à 2023, disons 29 janvier 2024. Et j'ai travaillé essentiellement à la commission, j'étais membre de la commission ECOFIN, la commission économie, finance et contrôle budgétaire à l'Assemblée nationale. J'ai été même, pour les 2 derniers exercices budgétaires, le président du groupe dépenses pendant les travaux du budget. Alors, moi, je ne pense pas que les députés aient voté un budget de rémunération de 33 000 $ ou 33 000 € chacun. Et il s'agit d'une année budgétaire où une nouvelle législature entre en jeu. Et donc, il y a, sur la ligne budgétaire Assemblée nationale, un montant. Budget de rémunération de l'Assemblée nationale, il y a un montant. Si vous prenez ce montant, vous divisez par 500 sièges de députés, vous pouvez avoir les 33 000 dont on parle. Mais à l'intérieur de ce montant, il y a beaucoup de rubriques. Il y a par exemple les membres du bureau de l'Assemblée nationale. Et les membres du bureau de l'Assemblée nationale, ils ont des indemnités de fonction qui leur donnent d'avoir une rémunération supérieure à un député qui est sur les bancs. Mais tout est dans les blocs là. C'est un peu comme si vous êtes dans une université, on dit, bon, les gouvernements versent 20 000 € par étudiant comme subside à telle université. Mais ça ne veut pas dire que chaque étudiant reçoit 20 000 €. Il ne s'agit pas de ça. Il y a certaines questions de restaurants universitaires, des logements et tout ça là-dedans. Il s'agit de ça. Donc, il y a des indemnités même du bureau. Je crois qu'il y a aussi des frais d'installation. Il y a d'abord le bureau provisoire qui est pris en charge, puis il y aura le bureau définitif. Il y a aussi les frais d'installation des nouveaux députés. On dit que c'est 400 000 $. Non, c'est 6 mois de salaire des députés.
Et dans la rémunération des députés congolais aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les émoluments, donc l'indemnité parlementaire proprement dit, les salaires qui viennent comme dépenses contraignantes, surtout de 15 millions de francs congolais bruts, avant de prendre la sécurité sociale là-dedans, et pour ceux qui sont membres des partis politiques, la cotisation au parti. Et puis, il y a ce qu'on appelle les primes diverses qui sont logées dans les frais de fonctionnement, qui est à peu près 14 millions de francs congolais. Et donc, donc ça vous fait quelque chose comme 5 000 et des miettes d'un côté, presque 6 000 de l'autre côté, donc ça tourne autour de 11 000 $. Bien sûr, la dépréciation de la monnaie est passée par là. En dehors de ces deux montants, il y a un montant d'à peu près 10 millions de francs congolais en l'état actuel des choses. En l'état actuel des choses, qui représente les réserves parlementaires, c'est-à-dire, en fait, ce qui est donné aux députés pour les œuvres. En principe, c'est un montant qu'on devrait justifier, mais c'est devenu une sorte de quasi-salaire et on ne demande pas de compte en retour. Mais lorsque ça avait été décidé, il était entendu que ce serait pour les œuvres et on devrait ramener les justificatifs par rapport à ça. Mais si vous mettez ça ensemble, vous êtes autour de 40 millions de francs congolais. Voilà, c'est quand même... 40 millions de francs congolais, ce n'est pas 33 000 $. Si vous prenez les 40 millions divisé par les taux budgétaires 2023 et multiplié par les taux budgétaires 2024 pour une sorte d'actualisation du taux, vous allez trouver que bon, il y aura quelque chose qui va rester autour de peut-être 18 000, 19 000 $. Par rapport aux 150 $ que prend un militaire, moi je connais comme par rapport aux 150 $ que prend un militaire, une rémunération à l'Assemblée nationale, vous divisez par 500, ça va vous donner l'équivalent de 33 000, mais il n'y a personne qui va recevoir les 33 000, à ce que je sache. Alors, honorable, nous allons essayer de clôturer, mais rapidement, seulement une question de curiosité. Pourquoi les honorables députés doivent être installés, puisqu'ils ne sont quand même pas des ministres? Ils vont s'installer où, en fait? Ça, c'est une question de curiosité. Malheureusement, Père, je suis retombé dans la situation où je me trouvais avant la connexion de mon laptop. Donc, je vous vois, mais je ne sais plus vous suivre. Si, nous, on vous entend. Hein? Nous, on vous attend, en fait. On vous entend. Oui. Alors, ça devient difficile hein, Je vous proposerai que je fasse partie, je sois encore un invité pour une prochaine fois. Voilà, une prochaine fois. Peut-être aussi d'autres sujets concernant la vie de la nation congolaise. Voilà, merci. On pourrait aborder des aspects qu'on n'a pas fini avec vous aujourd'hui, parce que là, je crois que les machines ici m'ont lâché. Ça, c'est la réalité congolaise, évidemment, on doit faire avec. Absolument. Alors, on va faire vite une petite conclusion. Rapidement, on a commencé déjà avec Ekoutou. Bon, la mienne, c'était une question à mon père. Ce n'était pas une conclusion. Mais bon. Voilà, maintenant, non, c'est ce que je disais. On a commencé avec vous. Maintenant, vous allez clôturer vite et puis alors, nous allons finir. Oui, rapidement, j'étais aussi, comme tout autre Congolais, très attristé par la nouvelle qu'on a reçue hier, des conclusions de justice nationale sur le cas de l'assassinat de Chérubin au Kenya, de feu. Et la justice construit une nation. C'est la justice qui va reconstruire notre pays. Et je crois que j'ai posé cette dernière question à l'honorable pour dire que c'est très facile d'accuser les autres, mais aussi on doit se regarder nous-mêmes. Et c'est chaque Congolais qui pourra construire cette nation en se regardant lui-même à l'intérieur de ça. Voilà. Alors, merci beaucoup. Patricia? Encore une fois, c'était vraiment une très belle intervention de l'honorable. Félicitations d'abord pour avoir porté le t-shirt des dialogues avec. Je veux mon t-shirt aussi, père. Oui, mais elle s'est débrouillée à sa manière. Ah oui, non, mais dorénavant, il faut porter le t-shirt. Nous sommes les habitués, nous sommes les correspondants, donc je pense que c'est quelque chose qui nous rassemble. Voilà. Absolument.
Donc, oui, donc voilà, je disais que nous avons tous été vraiment très affectés par la sortie un peu médiatique du juriste hier. Donc, ça nous a un peu tous bouleversés parce qu'on attendait quelque chose d'un peu plus consistant. Après tant de mois, presque un an, en fait, depuis la mort de l'honorable Okende, c'était pas assez consistant. Et puis, bon, bah, bien évidemment que la conclusion n'est pas satisfaisante. Mais encore une fois, ça nous ramène à réfléchir sur la façon dont on aimerait que notre société soit portée, en fait. Hein. Quel message on aimerait transmettre à la nouvelle génération, aux générations qui viennent derrière nous, et aussi, je sais pas, c'est un peu, comment dire, démoralisant parfois d'entendre toutes ces choses qui se passent quand on avait porté tant d'espoir au changement et être autant déçu et être autant affecté par des événements qui viennent les uns après les autres, des déceptions, etc. C'est un peu démoralisant. Mais bon, on va essayer de finir sur une touche positive en disant à très bientôt et puis à vendredi prochain. Non, à mardi. Je serai là pour la pensée du jour comme d'habitude. Merci à vous. Ah, merci beaucoup. Hein, à mardi prochain et puis vendredi, hein, ça sera la journée des femmes, hein, c'est comme ça qu'on appelle ça, la journée internationale des droits de la femme. Des droits de la femme. Alors, nous aussi, on va créer notre journée des droits de l'homme. Bon, peu importe. Donc, on se rencontre mardi d'abord et puis ça sera aussi vendredi. Nous allons vous accompagner. Hein. Je crois que je préférerais ces jours-là, hein, si Patricia est d'accord, de diriger les dialogues avec, puisque ça sera la journée de la femme. Voilà. Je crois que personne ne sera contre. Hein. Avec plaisir. Voilà. Alors, prof Chango. Oui, ça va être très rapide. D'abord, très heureux d'avoir retrouvé Patricia parce que ce dernier temps. Elle nous a fui un peu. Exactement. Mais je suis à la fois heureux d'avoir rencontré le député Boleng-Eteng et qui a été très franc, qui a dit des choses très intéressantes, mais en même temps c'est décourageant parce qu'à la fin sur cette question de la justice, comme nous l'a dit, c'est pas aujourd'hui, c'est pas demain la veille que ça va changer et ça fait très mal au cœur, mais on continue de se battre. Juste une petite question à Ekuchu. Je ne l'ai pas entendu parler du couple franco-allemand et de la friction sur la ligne entre Macron et Scholz. On en avait parlé dernièrement de la vision très différente un peu de l'Allemagne, hein, donc du chancelier par rapport à l'actualité globale, hein, en Europe. Voilà, merci beaucoup. Nous remercions nos spectateurs qui nous ont suivis, hein, à travers Twitter, à travers YouTube, à travers Facebook, à travers Instagram. Nous avons reçu aujourd'hui monsieur l'honorable Dieudonné Boleng-Eteng, qui est le secrétaire général du parti Ensemble, qui est venu nous parler de cette conclusion, hein, de l'enquête sur le décès de l'honorable Cherubin Okende, des conclusions qui mettent en cause donc son assassinat, ce qui a fait mal à toutes les couches de la population, à tous les partis politiques. Et donc, c'est dans l'unanimité que les gens ne sont pas d'accord avec ces conclusions. C'est vraiment triste, comme si on tuait pour la deuxième fois, comme les gens l'ont dit, monsieur Cherubin Okende. On espère que notre justice va évoluer dans le sens de respecter au moins les morts. On ne peut pas assassiner les gens et dire que les personnes se suicident d'eux-mêmes, puisque quand on voit sur les réseaux sociaux, on a énuméré tant de personnes qui ont été assassinées, mais dont les enquêtes n'ont pas abouti, et puis on a dit souvent qu'ils se sont donné la mort eux-mêmes. Merci beaucoup aussi à l'équipe du Dialogue avec. Merci beaucoup
Patricia Demouni. Pour le retour, hein, il ne faut plus nous laisser. Donc, on se retrouve mardi, comme on a dit, et puis vendredi, ça sera le grand défi. On va vous laisser la conduite du dialogue avec. Et puis, merci beaucoup, Fortuna et Kouchou. Et merci aussi, professeur Alfred Deschamps, pour votre présence. Il y a les autres qui ne sont pas là, notamment notre ami d'Espagne qui est en voyage. Je crois que il va nous manquer encore pour quelques temps. Et il ne me reste plus qu'à donner rendez-vous à nos spectateurs pour mardi prochain. Et en attendant, vous allez retrouver cette émission demain à 14h pour la rediffusion. Je vous souhaite, pour ceux qui sont dans le même fuseau horaire que nous, une bonne soirée et pour les autres encore une bonne journée. Au revoir et à très bientôt.